Bienvenue à cet autre numéro de questions de santé et population qui reçoit pour vous un grand homme du monde médical. Il s'agit du Dr Denis Mukwege. Pour ceux qui ne le savent pas, le Dr Denis Mukwege, médecin directeur de l'hôpital de Panzi au Sud Kivu. Ce médecin, ce grand gynécologue, a pris l'option de pouvoir soigner gratuitement les femmes victimes de violences sexuelles. De passage à Kinshasa, nous avons mis la main sur lui et cette émission, je ne vais pas l'animer seule. Je vais l'animer avec Bibi Shumwika de Digital Congo, ainsi qu'Oscar Bakandoa de Télé 7. Et le docteur Denis Mukwege nous a donné cette opportunité de pouvoir parler de lui, mais surtout parler de ce qu'il est en train de faire. À ce jour, le docteur Denis Mukwege a déjà soigné plusieurs femmes et gratuitement. Je l'ai présenté, mais le docteur va quand même nous donner l'opportunité de pouvoir compléter la brève présentation que j'ai faite de lui. Bienvenue, docteur. Merci, madame. Comme vous l'aviez dit, je m'appelle Denis Mukwege. Je suis le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Panzi à Bukavu, dans le Sud Kivu. Et vous êtes gynécologue des Renault, permettez-moi de le dire, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de vous. Vous avez montré de quoi vous êtes capable. La RDC a connu beaucoup de temps de guerre, surtout à l'est du pays. Et aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui ont été violentées. Et aujourd'hui, ces femmes ont eu de séquelles de ces différentes violences. Dites-nous un peu comment ça se passe sur le terrain lorsque vous êtes en face d'une personne, d'une femme qui a été violée et elle se présente auprès de vous pour un traitement. Comment ça se passe? En effet, vous savez, lorsqu'une femme subit ce type d'agression, en fait, on ne peut pas les appeler autrement. Souvent, c'est dans un contexte d'humiliation, c'est dans un contexte où malheureusement ça se passe parfois en public, devant les maris, devant les enfants, les voisins, etc. Et donc souvent ces femmes nous arrivent dans un état psychologique très très atteint. Et donc ce que nous faisons, nous les accueillons à l'hôpital et d'abord nous essayons de nous occuper d'elles sur le plan psychologique. Et donc ça c'est la première étape. Et c'est seulement après que nous pouvons continuer avec la prise en charge médicale proprement dite. Après avoir posé bien évidemment un diagnostic pour savoir de quoi souffre réellement la femme. Exactement. Donc ce qui amène les femmes à consulter, c'est souvent les lésions physiques qu'elles portent ou alors elles ont des conséquences de ces viols lorsqu'elles attrapent des maladies sexuellement transmissibles et qu'elles commencent à présenter des symptômes relatifs à ces maladies. C'est à ce moment qu'elles se présentent à l'hôpital. Mais comme je viens de vous dire, elles se présentent pour en fait des impacts physiques, mais souvent elles ignorent complètement leur état psychologique. Et c'est nous qui faisons les diagnostics et que nous choisissons quelle est la priorité par rapport à ce que nous allons soigner. Voilà, docteur, la prise en charge, déjà quand elles viennent avec des lésions, c'est une prise en charge chirurgicale. Comment vous vous prenez pour prendre en charge chirurgicalement ces femmes? Sur le plan chirurgical, en fait, le diagnostic s'est fait après un examen gynécologique. Et là, nous avons plusieurs types de lésions qui nécessitent une prise en charge chirurgicale qu'on peut observer. Premièrement, il y a des femmes qui subissent seulement des mutilations, donc elle a été violée, mais les violeurs, par exemple, la mutilent, donc elles peuvent mutiler au niveau de la vulve, donc ils mutilent les organes au niveau de la vulve. Ça, c'est relativement facile à soigner. Mais lorsqu'il s'agit toujours de lésions chirurgicales, il arrive par exemple que ces femmes viennent avec des brûlures. Lorsque ce sont des brûlures par le feu, c'est encore facilement, c'est facile à prendre ces brûlures en charge. Mais lorsqu'il s'agit des brûlures chimiques, là, il y a une fibrose qui se constitue et qui fait que ça pose parfois de grosses difficultés pour pouvoir les soigner. Mais à côté de ces lésions qui sont souvent des lésions superficielles de la vulve, nous pouvons avoir également des femmes qui ont des lésions qui portent sur la vessie et donc perforent la vessie
Et s'il y a une perforation de la vessie, ça fait que les urines coulent dans le vagin. Donc la femme n'a pas la possibilité de retenir. Exactement, elle ne peut pas, donc elle perd les urines en permanence. Et vous pouvez vous imaginer, lorsque une femme doit perdre les urines en permanence, ce qui est dramatique, c'est qu'après, il y a une très très mauvaise odeur qu'elle dégage et qui fait que l'entourage a tendance à la fuir. En fait, il y a aussi des lésions qui peuvent être des lésions dues à la perforation du rectum. Et donc, les matières fécales passent par le vagin. Et ça aussi, ce sont des lésions surtout qui vont amener la femme à la consultation puisque, en fait, elle perd les matières et ça donne des mauvaises odeurs. Donc, en bref, je dois dire que les femmes que nous voyons, pour le traitement chirurgical qui ont été victimes de viols, elles peuvent avoir des lésions dues aux brûlures, à feu ou chimique, des lésions dues à des perforations par des objets tranchants, comme la baïonnette ou tout simplement des morceaux de bois. Elles peuvent également avoir des lésions qui sont dues, par exemple, aux balles, donc armes à feu, au niveau de l'appareil génital. Quand la femme a des perforations au niveau de la vessie, ou soit elle ne sait pas, il y a quand même un passage entre le rectum et la vessie. Vous placez un dispositif ou comment ça se fait pour qu'il y ait la reprise du bon fonctionnement du corps humain de la femme? Bon, lorsqu'il s'agit, c'est des types en fait de perforations. En termes médicaux, on les appelle des fistules, qui peuvent être des fistules vésico-vaginales ou fistules recto-vaginales. Et donc la technique pour opérer ces deux types de fistules dépend des écoles, mais pour la fistule recto-vaginale, donc la communication entre le vagin et le rectum, parfois vous pouvez avoir besoin de faire ce qu'on appelle la colostomie, pas toujours, mais vous pouvez faire la colostomie, c'est-à-dire que vous mettez le côlon, donc l'intestin à la peau pour que la partie génitale soit propre et comme ça vous pouvez faire l'opération proprement. Mais en fait, avec des techniques qui consistent à faire un bon lavage donc du tube digestif, vous pouvez faire la suture, donc vous pouvez réparer cette fistule sans forcément faire une colostomie, donc mettre l'intestin à la peau. Et aujourd'hui, à l'hôpital de Panzi, nous sommes en train de faire, nous fermons ces fistules par voie laparoscopique, qui est tout à fait une technique nouvelle. Et là, nous les fermons sans faire la colostomie. Donc, nous y entrons par un petit trou au niveau de l'abdomen. Et donc, par des optiques, nous arrivons à avoir l'intestin, décoller l'intestin et fermer la partie qui communiquait avec le vagin. C'est une technique qui coûte un peu cher, mais qui donne un certain confort aux femmes. Oscar, tu as ajouté? Oui, une question au docteur. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur. Vous avez parlé de termes techniques, tellement techniques à tel point que même les téléspectateurs ont difficile à piger quelque chose. Moi, ma question, c'est celle de savoir si vous pouvez aujourd'hui nous présenter les statistiques de tous ces cas de viol que vous prenez en charge à l'hôpital de Panzi. Merci pour la question, mais je suis vraiment désolé que on puisse trop s'attarder aux statistiques, parce que je pense que souvent je me pose la question, il faudrait atteindre quel chiffre pour que finalement les Congolais puissent se réveiller et comprendre que ce que nous sommes en train de subir, ce que nos femmes sont en train de subir, ce que nos sœurs sont en train de subir à l'est du Congo, c'est un drame national. En fait, je pense que c'est seulement, souvent j'ai dit, c'est seulement une femme qui est violée. Et il faudrait que nous puissions nous réveiller même s'il s'agit d'une femme. Mais pour répondre à votre question, l'hôpital de Panzi seulement, ces 10 dernières années, nous avions pris en charge 40 000 femmes victimes de violences sexuelles. Wow. C'est énorme et je ne pense pas que les chiffres effrayent, puisque finalement,
on devrait se réveiller depuis très longtemps. Mais dites-nous, quels sont les mobiles de tous ces viols, docteur? En fait, je pense que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, ce sont des viols qui sont utilisés comme armes de guerre, mais plus c'est une stratégie de guerre, puisque ce qu'on observe en fait, ce ne sont pas seulement des viols, c'est beaucoup plus la torture, et cette torture qui porte sur l'appareil génital, des tortures qui se font en public, devant les enfants, devant le mari, devant toute la communauté. C'est pour traumatiser physiquement bien sûr la victime, psychologiquement aussi, mais traumatiser également la famille, la communauté. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que lorsque les familles entières sont traumatisées, qu'est-ce qui arrive? Souvent, ils se déplacent, ils quittent le village, soit pour chercher l'anonymat, ou tout simplement alors pour chercher des endroits sécurisés. Et le résultat, c'est qu'ils quittent leur village en laissant finalement ces villages aux agresseurs qui l'exploitent à leur gré. Aujourd'hui, vous êtes un peu habitué à, comme je l'ai dit à l'introduction, vous avez toujours été au chevet de ces femmes victimes de violences sexuelles. Comment vous arrivez à les mettre en confiance? Parce que il y a beaucoup de campagnes qui ont été menées pour amener les victimes de violences sexuelles, notamment, à dénoncer leurs agresseurs. Comment vous arrivez à mettre ces femmes en confiance pour qu'elles vous disent réellement de quoi elles souffrent? Le travail que nous faisons avec les victimes de violences sexuelles, c'est d'abord un travail qui s'est fait sur la base de confiance mutuelle. Donc, elles savent très bien que lorsqu'elles viennent se confier à nous, d'abord, il y a une certaine confidentialité que nous respectons et que nous sommes là pour les soutenir, les aider à pouvoir faire face à ces traumatismes qu'elles ont connus. Et donc, on travaille d'abord à cette relation de confidentialité, créer une certaine confiance entre l'équipe soignante et la victime. Et ça, c'est une étape très très importante, puisque pour que la femme finalement puisse être à mesure de vous dire ce qui s'est passé, il faut qu'elle puisse se sentir en confiance lorsqu'elle entre dans votre cabinet de consultation. Plusieurs fois, j'ai vu des femmes qui en fait avaient ces problèmes, mais au lieu de les dire, elles tournent autour du pot et n'arrivent pas à pouvoir dire exactement ce qui est arrivé. Et je pense que un médecin averti, il doit savoir qu'il ne faut pas poser des questions qui vont culpabiliser la victime. Il ne faut pas poser des questions qui vont l'humilier davantage. Il ne faut pas poser des questions qui donnent l'impression que vous êtes en train, par exemple, de vous moquer tout simplement d'elle. Il faut directement compatir avec ce qui est arrivé à la victime. Et lorsque elle sent qu'il y a un courant qui se crée entre vous, c'est à ce moment-là qu'elle se confie complètement sur ce qui est arrivé et qu'elle peut vous raconter ce qui s'est passé. Et donc, vous créez une relation finalement qui vous permet de la soigner correctement. Les traitements prennent combien de temps pour les différents cas? D'abord, je devais poser cette question. Les cas les plus fréquents que vous rencontrez de toutes ces femmes et les traitements, la prise en charge prend combien de temps? La prise en charge, le temps, c'est toujours relatif puisque, comme je viens de vous dire, ça dépend des cas. Ça dépend beaucoup de la lésion, donc, et de ce qu'elle présente. Il y a des cas, si ce sont des infections simples, tout simplement, la femme s'inquiète puisqu'elle a des pertes anormales et qu'elle a fait une infection. Donc, la prise en charge peut se faire en 2-3 jours, le temps de faire le diagnostic donc du type d'infection et la renvoyer à la maison. Mais lorsque, par exemple, elle a une grosse fistule recto-vaginale, donc cette communication entre les tubes digestifs et le vagin, et que vous avez besoin de faire une colostomie, si cela s'avère nécessaire, là, ça peut prendre 3 mois, même plus. Voilà, des fistules. S'il faudrait arriver à définir fistule, c'est une greffe qu'on place chez la femme, ou c'est un dispositif, ou c'est quoi? Ou bien c'est une maladie? La fistule, c'est une communication entre des organes normalement qui ne devraient pas
être en communication. Et ici, lorsque je parle de la fistule recto-vaginale, ça veut dire qu'il y a une communication anormale entre les tubes digestifs, spécialement le rectum et le vagin, qui sont des organes côte à côte, mais lorsqu'on le perfore, on perfore le vagin en postérieur, donc en arrière, on entre dans le rectum et ça donne une communication entre les tubes digestifs et le vagin. Et donc, je suis vraiment désolé. Oscar s'est posé la question de savoir, bon, ben, ce sont des expressions médicales, techniques. des termes techniques, mais je ne peux pas les expliquer autrement. C'est une communication entre l'appareil génital, le vagin, avec le rectum, qui est le tube digestif, donc qui permet en fait d'exonérer les matières fécales. Je ne sais pas si je peux le dire mieux. Et donc, lorsqu'il y a une communication entre l'appareil urinaire, ici c'est la vessie, qui communique avec le vagin, on l'appelle fistule, vésico, donc désignant la vessie, et vaginale, désignant que la communication se fait entre la vessie et le vagin. Ce sont des communications anormales, donc les fistules. Les femmes sur le plan psychosocial après un traitement médical? Absolument, comme je... Comme pour dire un suivi. Dans la prise en charge que nous faisons à l'hôpital, on ne peut pas commencer à opérer une patiente qui arrive sans faire une évaluation psychologique pour savoir quel est son état psychologique. Puisque bon, mais ce sont des traitements lourds qui peuvent parfois prendre une période très longue, comme j'avais dit. Si ça doit prendre 3 mois avec par exemple l'intestin au niveau de la peau, c'est-à-dire que toute la matière fécale sort par la peau, et si la femme n'est pas suffisamment préparée, en plus de ce qu'elle avait subi comme traumatisme en venant à l'hôpital, vous pouvez tout simplement la perdre, puisqu'elle aura l'impression que je suis perdu. Donc maintenant j'ai des matières qui sortent par le ventre et ça ne va pas. Donc il faut absolument faire une évaluation psychologique, expliquer tous les gestes que vous allez poser, puisque ce sont des femmes qui ont peur, elles ont peur de tout. Tout ce que vous faites, en fait, ça la ramène en fait à l'agression qu'elle a subie. Donc si vous n'expliquez pas avant, si vous ne tenez pas compte de son état psychologique avant de la soigner, en fait, vous pouvez passer à côté de votre traitement. Donc, la prise en charge psychologique, c'est la première chose que nous faisons. Nous continuons pendant le traitement et nous le faisons après le traitement. Voilà, docteur, est-ce que les femmes qui viennent vers vous, si elles sont mariées, elles sont accompagnées par leur mari? Là, vraiment, je suis désolé de pouvoir vous dire que malheureusement, lorsque les femmes sont violées, la tendance générale, c'est être répudié par le mari, répudié par la communauté. Et ça, c'est triste. Est-ce qu'il arrive que vous puissiez quand même, à partir de votre service psychologique, parvenir à intégrer la femme dans son foyer? En fait, nous avons un service qu'on appelle le service de médiation familiale. Lorsque la femme est guérie, normalement, ce service de médiation familiale va approcher d'abord le mari, parler avec le mari, parler avec la famille et parler avec la communauté pour que cette femme soit intégrée à la communauté. On a parlé de vous. Nous étions avec vous il y a quelques jours au cours du point de presse que vous avez animé et qui coïncidait avec la présentation de l'ouvrage écrit par Colette Brackman, une consoeur de la Belgique. Elle a parlé de votre vie, de votre combat, et l'intitulé de l'ouvrage « L'homme qui répare les femmes ». Je pense directement à ces femmes qui ont voulu que vous puissiez rentrer encore à l'est du pays après la tentative d'assassinat dont vous avez fait l'objet. Comment vous vous sentez-vous? Ça vous fait quoi que les femmes souhaitent que vous regagniez le pays et qu'une femme parle de vous et qu'elle vous considère comme réparateur des femmes? Je pense que c'est Colette Brackman qui a donné ce titre à son livre, mais par rapport aux femmes congolaises en général et celles de Bukavu ou du Sud Kivu, qui non seulement
lorsque j'étais en exil forcé, elles ont écrit aux autorités, elles ont écrit à la communauté internationale pour demander mon retour. Mais ces braves femmes, elles ont aussi décrété une ville morte à Bukavu pour protester contre ce qui m'était arrivé. Ces braves femmes ne se sont pas arrêtées là. À un moment, peut-être elles se sont posé la question que peut-être je ne reviens pas puisque je manque un billet. Elles se sont cotisées, elles ont vendu des ananas, elles ont vendu des oignons, des tomates, et l'argent collecté était déposé à l'hôpital pour payer mon billet retour. Je crois que j'ai beaucoup de respect pour les femmes congolaises. Je suis un admirateur des femmes congolaises puisque je pense que quand vous voyez la souffrance par laquelle ces femmes passent et que malgré ça, elles continuent à se battre pour leurs droits d'abord, elles se battent pour le droit de leurs enfants et qu'elles puissent se battre pour les droits d'un homme, je pense qu'elles méritent plus qu'admiration. Je crois qu'elles sont très courageuses. Encore une fois, sur ces plateaux, je vais dire à toutes les Congolaises, vous êtes merveilleuses. Voilà, merci. Docteur, je dis déjà merci au nom de toutes les femmes qui vous suivent. Voilà, docteur, en vous entendre parler, j'aimerais bien vous poser directement la question de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vous intégrer dans ce combat. Est-ce que vous vous sentez aussi soutenu dans ce combat que vous menez pour redonner la vie aux femmes qui se sentent déçues? Je pense que je me suis trouvé à un endroit, à un moment, et j'avais constaté une injustice, j'avais constaté une violation grave des droits de la femme. J'avais constaté tout simplement que malheureusement la voix de ces pauvres femmes n'était pas portée loin. Et donc une réaction humaine tout à fait normale, c'est de pouvoir dire l'injustice, nous devons la combattre sous toutes ses formes. Je pense que comme gynécologue obstétricien, ces femmes ne pouvaient venir qu'à moi. C'est à un gynécologue que les femmes peuvent montrer ce qu'elles ne montrent pas à tout le monde. Et si je pouvais garder silence par rapport à ce que je voyais, je sentais que je les trahissais. Et c'est donc c'est à cause de ça que je me suis engagé pour me battre à côté de ces femmes en fait qui étaient torturées, qui sont violées de façon quotidienne et qui n'ont pas leur voix n'est pas portée loin. Une réaction humaine en utilisant un bistouri et les serments d'Hippocrate. Est-ce que aujourd'hui là vous vous dites que vous êtes accompagné dans ce combat? Je suis très soutenu par les femmes. Seulement les femmes. D'abord, je mobilise les hommes. Et si je suis aujourd'hui sur ces plateaux, c'est pour dire aux hommes, nous devons faire une introspection et nous poser des questions par rapport à nous-mêmes. Et réellement, je crois que si nous pouvons être justes avec nos mamans, nos épouses, nos sœurs, nous n'avons pas le choix que les soutenir dans leur combat de tous les jours pour grignoter de plus en plus sur leurs droits puisqu'ils ont été violés. La violation des droits des femmes a duré très longtemps. Je pense que c'est à nous les hommes de nous rendre compte que nous devons faire un effort pour les restituer ces droits qui a été violé pendant longtemps. Oscar Docteur, quand vous avez commencé à expliquer l'opération que vous faites à Panzi, ça m'a fait un peu mal. Les femmes qui sont violées, les femmes qui n'ont pas de moyens, et vous-même là-bas, comment vous personnellement trouvez-vous des moyens pour les prendre en charge? Je ne pense pas que c'est gratuit ce que vous faites, docteur. Les femmes que nous soignons, toutes sont soignées gratuitement. Vous imaginez lorsqu'une femme a passé 1 année, 2 ans dans la forêt à être esclave sexuelle, souvent ces femmes viennent dans un état de pauvreté extrême.
Et je dois dire que dans notre programme, non seulement on les transporte du lieu où on les a trouvés jusqu'à l'hôpital, mais aussi on les habille, on leur donne des kits d'hygiène pour les femmes, on les nourrit, on les loge, on les soigne et après on les ramène chez elles. Et je crois que je ne suis pas très très fier de dire que on aimerait bien voir une mobilisation nationale pour aider ces femmes. Aujourd'hui, malheureusement, c'est les étrangers qui nous aident à pouvoir le prendre en charge. Et je pense que c'est là où j'ai dit, les hommes congolais, nous pouvons faire notre geste envers ces femmes. Ça sera tout simplement un geste de reconnaissance pour tout ce que les femmes font pour nous. Voilà, docteur, une prise en charge totale de la femme, c'est-à-dire une prise en charge chirurgicale, une prise en charge psychosociale, ça vous coûte combien en termes d'argent? Je peux prendre, par exemple, pour prendre en charge aujourd'hui une fistule, que ce soit vésico-vaginale ou recto-vaginale, en prenant en charge toutes les étapes que je viens de vous dire, ça coûte quand même autour de $600. Fois 40 000, donc on se dit que vous avez beaucoup de pensées. Vous pouvez vous imaginer. On a besoin que les hommes congolais touchent dans leurs poches pour dire à nos mamans, nous vous aimons, nous vous soutenons et nous pouvons faire plus. Et que faire alors pour mettre fin à tous ces viols, docteur? Je vous avais décrit ici que ces viols se commettent dans un contexte de conflit armé. Et donc, j'ai exercé comme gynécologue obstétricien pendant 14 ans à l'est de la République démocratique du Congo. Et pendant ces 14 ans, je n'avais jamais vu ce que je vois. Effectivement, j'avais soigné des fistules vésico-vaginales ou recto-vaginales d'origine obstétricale. Donc, les femmes qui, lorsqu'elles elles deviennent enceintes étant trop jeunes, elles arrivent à détruire leur appareil génital par la compression de la tête qui comprime soit la vessie ou le rectum pendant un accouchement difficile. Mais des fistules dues par exemple aux baïonnettes, des fistules qui sont dues par exemple aux objets tranchants, ça je n'avais jamais vu avant. Et donc moi je pense que la première chose pour combattre les fistules, ou plutôt le viol et les violences qui se font à l'est de la République démocratique du Congo, c'est vraiment construire une paix durable. Il faut vraiment qu'on se batte pour que finalement cette partie de la République démocratique du Congo puisse retrouver la paix. Ça, c'est la première chose. Je crois que la deuxième chose, il faut quand même combattre l'impunité. Puisque les gens qui commettent ces crimes, qui sont des crimes de guerre, des crimes, non seulement qui sont des crimes de guerre, mais aussi des crimes contre l'humanité, en fait, on le voit malheureusement en liberté. Et je crois que ça, ce n'est pas quelque chose qui peut encourager à ce que ces viols puissent s'arrêter, puisque lorsque vous commettez des viols et que vous n'êtes pas inquiété, finalement vous pensez que c'est tout à fait normal de continuer à se comporter comme ça. Et je pense que si on se bat pour une paix durable et que l'on combatte l'impunité, je suis certain que ces crimes peuvent prendre fin à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai parcouru un peu Google, j'étais sur le net pour savoir ce que vous êtes réellement. Et quelque part, j'ai lu, on a dit que vous êtes défenseur des droits de l'homme. Est-ce que vous les conciliez? D'abord, vous défendez, vous traitez ces femmes qui sont victimes de violences sexuelles, ces femmes dont les droits sont bafoués, et vous êtes en même temps défenseur des droits de l'homme. Vous les faites simultanément, ou bien vous soignez d'abord les malades et vous défendez leur cause par après? Ben, ça ne se dissocie pas. Je crois que lorsque vous prenez en charge une victime et que vous pouvez la soigner, l'opérer ou la soigner médicalement, ce que j'avais constaté, c'est que pendant 10 ans, j'avais soigné les conséquences. J'étais au bloc opératoire du matin au soir. J'arrivais à soigner 10 victimes par jour.
Mais en fait, lorsque je me suis rendu compte que j'ai commencé à soigner les enfants issus du viol. Donc, elles sont nées à l'hôpital. Nous avions réussi à faire que la relation entre la mère et l'enfant puisse s'établir normalement et que la maman retourne à la maison avec l'enfant et qu'elle accepte cet enfant et qu'elle nous revienne 5, 6 ans, 10 ans après avec non seulement qu'elle a été violée pour la deuxième fois, mais l'enfant aussi est violé. Wow. Là, j'avais compris que, en fait, le travail que je faisais au bloc, c'était tout simplement une partie du combat. Il fallait associer à ça le plaidoyer, donc pouvoir dire au monde ce qui se passe n'est pas normal, pouvoir dire au niveau national que ce qui se passe n'est pas normal. Nous avons besoin que la communauté nationale puisse faire quelque chose, que le gouvernement congolais puisse prendre ses responsabilités, que la communauté internationale puisse prendre ses responsabilités. Vous l'avez fait. Et dernièrement, vous étiez d'ailleurs en exil, vous avez eu à rencontrer tous ces leaders d'opinion, toutes ces grandes personnalités pour leur parler de ces cas. Eh ben, je pense à chaque fois, quand j'ai l'opportunité, j'ai rencontré le Parlement européen plusieurs fois, beaucoup de parlements des pays européens, je les ai rencontrés. J'ai rencontré des autorités en Europe, aux États-Unis, j'ai rencontré le Sénat, j'ai été à New York et j'ai été à l'Assemblée générale des Nations Unies et à chaque fois j'ai fait ces plaidoyers pour dire la femme congolaise a besoin de la paix et cette paix, elle n'a pas besoin de plus d'argent pour être soignée et être encore blessée un mois ou une année après. Elle a besoin de la paix, elle est capable de travailler pour elle-même, elle est capable de pouvoir soigner ses enfants, elle est capable de pouvoir nourrir ses enfants, les envoyer à l'école. La seule chose qu'elle demande, c'est la paix. Je l'ai fait et je continue à me battre pour ça parce que je pense que c'est notre droit de vivre au Congo en paix. Voilà, docteur, vous vous trouvez présentement à Kinshasa et à Panzi maintenant qui travaille à votre place. Je ne travaille pas en solo. Pendant ces temps, j'ai eu à former des médecins qui font autant que moi et même des jeunes qui font mieux que moi. Et donc, je n'ai pas d'inquiétude. Seulement, nous travaillons en collaboration et il arrive parfois qu'il y ait des cas compliqués qu'ils voudraient avoir mon avis. Et donc, j'ai déjà formé beaucoup de jeunes gens qui peuvent faire autant que moi. Voilà, docteur, des informations en notre possession. Un partenariat entre l'hôpital de référence de Panzi et le ministère de Genre, Famille et Enfants. Est-ce que c'est vrai? Bon, je ne sais pas ce que vous voulez dire par partenariat. Est-ce que vous pouvez être plus explicite? On vous a vu discuter avec la ministre du Genre. C'est tramer un partenariat entre... Moi, je pense que je suis de ces Congolais-là qui pensent que le dialogue, parler avec les autres et discuter avec les autres, ça fait partie des solutions qu'on peut apporter à notre pays. Et donc, moi, je pense que la ministre du Genre est là dans ses responsabilités, en fait, de promouvoir les droits de la femme. Et je pense que je ne peux pas me battre pour ces droits et dire que je suis un défenseur des droits de la femme et ne pas en parler avec la ministre du Genre qui a dans ses prérogatives, en fait, promouvoir les droits de la femme. Et je pense que c'est des discussions. Bon, en fait, si j'ai posé la question sur le partenariat, mais je crois que les discussions que j'ai eues avec elle, je pense que c'était des discussions positives et je crois qu'elle est à encourager et la juger sur pièce. Docteur, en parcourant votre biographie, vous avez reçu dernièrement, il y a 1 ou 2 années passées, un prix du roi. Vous pouvez nous donner le sens que vous avez, vous, personnellement, donné à ce prix-là? Le prix de... Vous en avez d'ailleurs reçu beaucoup. Il y a les prix... Le dernier prix du roi. Du roi... non, le prix du roi Baudouin. Oui. Bon, en fait, je pense que c'est vrai que j'ai eu ces prix il y a 2 ans.
c'est un prix que j'ai dédié aux femmes congolaises. Et j'ai toujours dit que les prix, c'est une bonne chose, mais il faudrait que ces prix puissent se traduire par des actions concrètes sur terrain. Et ces actions concrètes, c'est que si je dois recevoir des prix pour le travail que j'ai fait, j'aurais bien souhaité que ce travail soit soutenu dans le sens de mettre fin à la violence qui est faite aux femmes. Et je pense que je l'avais très bien exprimé dans le discours que j'avais fait. Un prix qui ne peut pas nous amener à ce que ces femmes puissent retrouver la paix, c'est un prix qui n'a pas de grande valeur à mon sens. Voilà, nous docteur. sommes malheureusement La dernière question, nous sommes docteur. pratiquement à la fin. Une minute. Vous vous trouvez en face d'une femme à qui vous avez redonné confiance. En la regardant, vous vous dites quoi? Et quelle est votre réaction? Ben, écoutez, je crois que lorsque vous avez eu à soigner une femme qui perdait les urines, qui perdait les matières fécales et qui pesait 28 kilos alors qu'elle a 30 ans ou 35 ans et que elle vient devant vous maquillée, tout à fait jolie, la seule chose que vous dites, waouh, c'est formidable. Je suis très heureux de vous trouver comme ça. Et je pense que madame, j'avais soigné 2 femmes qui venaient du Cabinda à pied à Panzi. Et je crois que ces femmes, lorsqu'elles étaient guéries, même avant de retourner à Cabinda, elles m'ont beaucoup impressionné puisque c'était comme une renaissance. Donc c'est comme si elles recommençaient une nouvelle vie. Et souvent, on se sent comme si on était les pères de cette nouvelle vie. Et donc ça fait cette joie que la mère ou le père sent lorsqu'il y a un enfant qui vient au monde. Tout à fait. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais peut-être vous avez un mot d'espoir que vous pouvez donner à toutes les femmes. Je dis toutes les femmes congolaises, et là je pense particulièrement aux femmes de l'Est qui sont les plus visées par les violences sexuelles. Je demande aux femmes congolaises d'être solidaires. Elles ont toujours montré une solidarité, mais je crois qu'il faut que cette solidarité devienne de plus en plus agissante. Et c'est vrai, j'ai un mot pour les hommes. Je crois que nous avons pris beaucoup de retard pour soutenir ces femmes. Et nous sommes avec Oscar sur ce plateau. Je crois qu'il va faire le plaidoyer auprès des hommes pour dire, eh ben, hommes, nous devons nous réveiller pour soutenir nos sœurs, pour soutenir nos mères, puisque je crois qu'elles le méritent très bien. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très prochainement avec d'autres questions au cours de cette émission. Questions de santé et population. Au revoir.